Bienvenue sur notre chaîne, les amis. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage captivant à travers la vie et la carrière de Mireille Mathieu, une légende vivante de la musique française. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, Mireille a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à sa voix puissante, son charisme magnétique et son élégance intemporelle. Surnommée la demoiselle d'Avignon en France et le moineau d'Avignon dans les pays germanophones, elle a vendu plus de 190 millions de disques, un exploit qui la place parmi les artistes les plus influents de tous les temps. Mais l'histoire prend un tournant émouvant. Récemment, Mireille a annoncé une nouvelle bouleversante, elle s'apprête à dire adieu à la scène avec une tournée mondiale d'adieu prévue pour 2025. Pourquoi une telle décision après une carrière aussi extraordinaire? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son parcours, de ses débuts modestes dans une famille ouvrière d'Avignon à sa consécration comme icône mondiale. Nous explorerons ses triomphes, ses épreuves, sa vie personnelle marquée par des amours inachevés, et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, et préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de Mireille Mathieu. Si vous aimez les récits sur les légendes de la musique, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour une plongée dans l'univers d'une icône. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans le sud ensoleillé de la France, au sein d'une famille modeste. Aînée de 14 enfants, elle grandit dans un foyer où l'argent était rare, mais où la musique et l'amour familial étaient omniprésents. Son père, Roger Mathieu, était tailleur de pierre, un métier physiquement exigeant qui laissait peu de place aux rêves artistiques. Pourtant, Roger nourrissait une passion secrète pour le chant. Influencé par des artistes comme Édith Piaf, il rêvait de devenir chanteur, mais son propre père, traditionnaliste, désapprouvait cette ambition. Déterminé à transmettre sa passion, Roger encourage ses enfants à chanter, et c'est Mireille qui capte cette flamme dès son plus jeune âge. À seulement 4 ans, Mireille fait ses débuts sur scène lors d'une messe de minuit à l'église d'Avignon. Sa voix, déjà empreinte d'une émotion rare pour une enfant, émeut l'assemblée. En récompense, elle reçoit une sucette, un geste simple qui marque le début de son amour pour le chant. Ce moment, bien qu'anodin, plante les graines d'une carrière qui allait transformer sa vie et celle de sa famille. Dans la maison exiguë des Mathieu, où Mireille partage une chambre avec plusieurs de ses frères et sœurs, la musique devient un refuge. Les hivers rigoureux du Vaucluse sont un défi, mais les soirées passées à écouter des disques de Piaf ou à chanter avec son père autour de la table familiale apportent chaleur et espoir. Un souvenir marquant illustre l'impact de la musique sur la jeune Mireille. Un jour, dans la cuisine familiale, elle entend Jézabel d'Édith Piaf à la radio. Cette chanson, avec son intensité dramatique, agit comme une révélation. J'ai su à cet instant que je voulais chanter, que c'était ma destinée, confiera-t-elle des années plus tard. Cette connexion précoce avec Piaf deviendra une influence déterminante, bien que Mireille devra plus tard se détacher de cette ombre pour trouver sa propre voie. Cependant, l'enfance de Mireille est loin d'être facile. Atteinte de dyslexie, elle rencontre des difficultés à l'école. Ses enseignants, souvent impatients, la réprimandent pour ses erreurs de lecture et d'écriture. À l'époque, la dyslexie est mal comprise, et Mireille subit des brimades, notamment parce qu'elle écrit de la main gauche, une pratique alors mal vue. On lui frappe les mains avec une règle lorsqu'elle utilise sa main gauche, l'obligeant à s'adapter à l'écriture avec la main droite. Ces expériences, bien que douloureuses, forgent son caractère et sa détermination. Mireille apprend à transformer ses frustrations en énergie créative, canalisant ses émotions dans le chant. À 14 ans, face aux défis scolaires et aux moqueries, Mireille prend une décision courageuse, quitter l'école. Elle rejoint ses sœurs pour travailler dans une usine à Montfavet, une banlieue d'Avignon, afin de soutenir financièrement sa famille. Ce travail, monotone et exigeant, ne l'empêche pas de chanter. Pendant les pauses déjeuner, elle divertit ses collègues avec des mélodies, gagnant leur affection. Sa voix devient une lueur d'espoir dans la grisaille de l'usine, et ses collègues l'encouragent à poursuivre son rêve. L'été de ses 15 ans marque un tournant. Une voyante, en lisant ses cartes de tarot, lui prédit « Tu fréquenteras bientôt des rois et des reines ». Cette prophétie, mystérieuse à l'époque, reste gravée dans son esprit. Peu après, Mireille commence à prendre des cours de chant avec Madame Laure Collière, une professeure de piano d'Avignon connue pour sa rigueur. Sous sa tutelle, Mireille affine sa technique vocale et développe une discipline de fer, passant des heures à perfectionner chaque note. En 1961, Mireille participe au concours de chant annuel d'Avignon, On chante dans mon quartier. La scène, minuscule et encombrée par un grand piano, est intimidante,
mais Mireille se distingue par son audace. À seulement 15 ans, elle choisit des chansons d'amour matures, souvent tirées du répertoire de Piaf, qui surprennent le public par leur intensité. Bien qu'elle ne remporte pas le concours cette année-là, ni en 1962, où elle perd face à Michel Thor avec les Cloches de Lisbonne, ni en 1963, avec l'Hymne à l'amour, sa persévérance paie en 1964. Cette année-là, elle triomphe avec La Vie en rose, un classique de Piaf, et remporte le concours. Cette victoire marque le début de son ascension. La victoire au concours d'Avignon ouvre à Mireille les portes de Paris. Grâce à Raoul Colombe, maire adjoint d'Avignon et fervent soutien, elle obtient une audition pour Jeu de la chance, un segment populaire de l'émission Télédimanche. En 1964, vêtue de noir en hommage à Édith Piaf, Mireille se produit devant un public parisien. Son accent provençal et sa dyslexie suscitent des moqueries de la part de certains spectateurs, qui rient de sa prononciation. Elle bafouille sur certains mots, mais sa voix, pure et vibrante, transcende ses critiques. Le public vote, et bien qu'elle ne remporte pas immédiatement, son talent attire l'attention d'un homme qui changera sa vie, Johnny Stark. Johnny Stark, un manager charismatique surnommé « l'Américain » par Mireille et son père en raison de ses manières dynamiques, voit en elle une future star. Lors d'un concert d'Enrico Macias, Mireille se produit grâce à Raoul Colombe, Stark la repère. Impressionné par son potentiel, il lui fait une promesse audacieuse, « Tu es débutante, mais si tu travailles dur, je ferai de toi une grande star. » Stark, avec son ambition débordante et son style énergique, devient le pilier de sa carrière. Il la compare à une diamant brute, prêt à être poli pour briller sur la scène mondiale. Sous la direction de Stark, Mireille entame une transformation radicale. Il impose une discipline stricte, cours de chant, de danse, de français pour polir son accent provençal, et même d'anglais pour préparer une carrière internationale. En novembre 1965, Mireille obtient une nouvelle chance à Jeu de la chance. Sa performance est électrisante. Bien que les votes du public la placent légèrement derrière la championne en titre, Georgette Lemaire, les juges déclarent un match nul. Stark, déterminée, la prépare pour la semaine suivante, où elle remporte enfin la victoire. Ce moment marque son entrée dans la lumière. Peu après, elle se produit à l'Olympia de Paris, une scène mythique, et conquiert le public. La presse la salue comme la Piaf d'Avignon, un surnom qui, bien que flatteur, la met sous pression. Sous la direction de Stark, et avec l'aide du chef d'orchestre Paul Moria et du parolier André Pascal, Mireille développe un style unique, s'éloignant de l'imitation de Piaf. Stark insiste, « Tu n'es pas Piaf. Exprime-toi. » Cette directive l'aide à trouver sa propre voix. Des chansons comme Mon Credo, Viens dans ma rue et La Première étoile deviennent des tubes instantanés. Son premier album, en direct de l'Olympia, 1966, est un succès retentissant, propulsant sa carrière au-delà des frontières françaises. À la fin des années 1960, sa maison de disques, Barclay, revendique 40% du marché de la pop française grâce à ses ventes. Mireille commence à se produire sur les plus grandes scènes internationales. Elle chante au London Palladium devant la reine Elisabeth II, à l'Ed Sullivan Show aux États-Unis, où elle croise des légendes comme Elvis Presley, Dean Martin et Frank Sinatra. Elle adapte son répertoire à chaque pays, chantant en anglais, allemand, espagnol, italien, et plus tard en russe. Chaque performance renforce sa réputation d'artiste polyvalente et universelle. En 1966, lors d'une tournée harassante, Stark lui annonce une nouvelle bouleversante, elle est enfin sans dette et vaut plus d'1 million de francs. Mireille, fidèle à ses racines, utilise ses premiers gains pour acheter un véhicule pour l'entreprise de son père et une grande maison pour sa famille. L'installation d'un téléphone à la maison, permettant à ses parents de lui parler sans aller à la pharmacie, reste l'un de ses souvenirs les plus précieux. Dans les années 1970 et 1980, Mireille Mathieu devient une véritable ambassadrice de la chanson française. En 1971, Johnny Stark signe un contrat majeur avec Philips Records, provoquant une bataille juridique avec Barclay. Malgré ces tensions, Mireille continue de briller. Elle fonde 2 maisons d'édition musicale, Abilène Music, 1974, et Abilène Disc, gérées par ses sœurs Monique et Christiane, consolidant son contrôle sur sa carrière. En 1986, elle marque l'histoire en devenant l'une des premières artistes occidentales à se produire en Chine. Ce concert, diffusé à la télévision française, est un événement révolutionnaire. À une époque où la Chine s'ouvre à peine à l'Occident, Mireille adapte son répertoire, intégrant des chansons chinoises, et gagne l'admiration d'un public encore peu familier avec la musique occidentale.
Ce moment illustre sa capacité à transcender les barrières culturelles, un thème récurrent de sa carrière. Mais derrière les projecteurs, Mireille fait face à des défis. En 1968, un accident de voiture lui fracture une vertèbre, mettant sa carrière en péril. Pendant sa convalescence, elle reçoit une lettre de menace anonyme, on t'aura la prochaine fois. Bien que terrifiante, cette épreuve ne brise pas sa détermination. Elle revient sur scène plus forte que jamais, prouvant sa résilience. Le plus grand coup dur survient en 1989, avec la mort soudaine de Johnny Stark, victime d'une crise cardiaque. Stark, qui était bien plus qu'un manager, était une figure paternelle pour Mireille. Sa disparition la plonge dans une profonde dépression. « J'ai perdu une partie de moi », confiera-t-elle. De plus, des complications financières et juridiques liées à la succession de Stark s'ajoutent à son chagrin. Mireille découvre que des proches, dont l'assistante de Stark, Nadine Joubert, ont mal géré ses finances. « J'ai réalisé que des gens en qui j'avais confiance ont volé mon argent », déclare-t-elle. Elle prend alors une décision radicale, rompre avec son équipe et confier la gestion de sa carrière à sa sœur Monique. Avec le soutien de sa famille, Mireille surmonte cette période sombre. En 1990, elle fait un retour triomphant au Palais des Congrès à Paris, prouvant que son étoile brille toujours. Elle rend hommage à son idole avec l'album Mireille Mathieu chante Piaf, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires. Dans les années 1990, elle explore de nouveaux styles musicaux, collaborant avec des artistes contemporains et intégrant des sonorités modernes dans des albums comme Vous lui direz, 1995, et Alnur Piel. Ces projets montrent sa polyvalence et sa capacité à évoluer avec son temps. Malgré sa carrière éclatante, la vie personnelle de Mireille reste marquée par des choix difficiles. À 77 ans, elle vit avec sa sœur, sans mari ni enfant, mais entoure ses petits-neveux d'un amour maternel. Sa relation avec Johnny Stark a toujours suscité des spéculations. Était-il son grand amour? Mireille reste évasive, le décrivant simplement comme « mon merveilleux ange ». Leur lien, bien que professionnel, était d'une intensité rare, il a vécu pour moi, et j'ai vécu pour lui. Stark, avec son dévouement sans faille, a façonné non seulement sa carrière, mais aussi son image publique, des tenues élégantes à la coupe au carré qui a inspiré des générations de femmes. Mireille a frôlé le mariage à 2 reprises. Dans les années 1980, elle se fiance à un riche homme d'affaires. Leur romance est passionnée, et les projets de mariage avancent. Mais 3 jours avant la cérémonie, il lui suggère d'abandonner sa carrière pour se consacrer à une vie de famille. Incapable de renoncer à sa passion, Mireille annule les fiançailles, choisissant son indépendance. « Ma voix est un cadeau, et je devais l'honorer », explique-t-elle. Dans les années 1990, elle tombe amoureuse de Guerlain-Olivier Écomesson, un expert en cosmétique connu pour son travail avec des figures comme Wallis Simpson. Leur relation, pleine de glamour, semble parfaite. Pourtant, au moment de finaliser les préparatifs du mariage, Mireille recule à nouveau, laissant ses rêves de mariage derrière elle. Ses choix, bien que douloureux, reflètent la priorité de Mireille, sa musique. Sa résilience face aux déceptions amoureuses et aux pertes personnelles montre une force intérieure remarquable. Elle trouve du réconfort dans sa famille, en particulier sa sœur Monique, et dans son public, qui reste sa plus grande source d'inspiration. « Mes fans sont ma famille », dit-elle souvent, soulignant le lien profond qu'elle entretient avec ceux qui l'ont soutenue pendant des décennies. En 2025, Mireille entreprendra sa tournée mondiale d'adieu, intitulée Goodbye My Love Goodbye, un clin d'œil sentimental à une chanson qu'elle a interprétée avec Peter Alexander et Florian Silberezan. Cette tournée, planifiée pendant plus d'1 an, inclura des concerts en Europe, notamment dans les pays germanophones, où elle jouit d'une popularité immense. Après la tournée, Mireille prévoit de vivre entre Paris, Avignon et la Côte d'Azur. Bien qu'elle mette fin aux grandes tournées, elle n'exclut pas des concerts occasionnels. « La musique fait partie de moi, je ne pourrai jamais arrêter complètement », dit-elle. Elle envisage de passer plus de temps avec sa famille et de profiter de moments simples, loin des projecteurs. L'héritage de Mireille Mathieu est immense. Avec plus de 190 millions de disques vendus, elle a marqué la musique française et mondiale. Elle a chanté pour des générations, des gens simples aux chefs d'État, et a incarné l'élégance et la passion de la France. Ses collaborations avec des artistes comme Paul Moria, Charles Aznavour et Francis Lay ont produit des chansons intemporelles. Ses performances en Chine, en Russie et aux États-Unis ont brisé les barrières culturelles, faisant d'elle une véritable icône mondiale. Mais au-delà des chiffres, c'est son humanité qui touche. Mireille a toujours chanté avec son cœur,
partageant ses joies et ses peines à travers sa musique. Elle a surmonté la pauvreté, la dyslexie, les deuils et les déceptions amoureuses pour devenir une légende. Son histoire est celle d'une femme qui a cru en son rêve et qui, contre vent et marée, l'a réalisé. Pour comprendre l'ampleur de l'impact de Mireille Mathieu, il est essentiel de plonger dans sa discographie, qui compte plus de 1200 chansons enregistrées dans 11 langues. Son premier album, En direct de l'Olympia, 1966, marque un tournant. Enregistré lors de sa performance triomphale à l'Olympia, cet album capture l'énergie brute de ses débuts. Des chansons comme Mon Credo et Qu'elle est belle deviennent des hymnes, et l'album se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, établissant Mireille comme une étoile montante. Dans les années 1970, Mireille diversifie son répertoire. Son album Mireille Mathieu, 1970, inclut des titres comme Une histoire d'amour, une adaptation française de Love Story, qui devient un succès international. Sa capacité à transformer des chansons pop anglophones en ballades françaises romantiques montre son talent pour transcender les genres. En 1974, elle sort Et tu seras poète, un album qui explore des thèmes plus introspectifs, reflétant son évolution personnelle. Les années 1980 marquent un virage audacieux. Avec Les Grandes Chansons, 1985, Mireille rend hommage aux classiques de la chanson française, tout en intégrant des arrangements modernes. Son interprétation de Non, je ne regrette rien est particulièrement émouvante, rappelant son lien spirituel avec Piaf. En 1995, Vous lui direz introduit des sonorités contemporaines, prouvant que Mireille peut rivaliser avec les nouvelles générations d'artistes. L'album Alnur et une Piel, 1999, destiné au public germanophone, intègre des influences pop modernes, renforçant sa popularité en Europe centrale. Chaque album de Mireille est un reflet de son époque, mais aussi de sa capacité à rester fidèle à son style. Ses collaborations avec des compositeurs comme Francis Lai, Une histoire d'amour, et Ennio Morricone, La Paloma à Dieu, ont donné naissance à des chefs-d'œuvre qui continuent d'émouvoir les auditeurs. Ses chansons, souvent empreintes de nostalgie et de romantisme, parlent d'amour, de perte et d'espoir, des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Mireille Mathieu n'est pas seulement une voix, elle est aussi une icône de style. Sa coupe au carré, créée sous la direction de Johnny Stark, devient un symbole de son élégance intemporelle. Dans les années 1960 et 1970, des milliers de femmes à travers le monde imitent sa coiffure, qui allie simplicité et sophistication. Ses tenues, souvent conçues par des couturiers comme Yves Saint Laurent et Christian Dior, mettent en valeur sa silhouette menue et son charisme. Mireille a toujours compris l'importance de l'image dans sa carrière. Ses robes longues, souvent ornées de paillettes ou de broderies, incarnent le glamour de l'époque. Son collier signature, un simple rang de perles ou un bijou discret, devient un élément reconnaissable de son style. Une artiste doit être impeccable, sur scène comme dans la vie, disait-elle. Cette attention aux détails a contribué à son statut d'icône culturelle, non seulement en France, mais aussi à l'international. Son influence sur la mode s'étend au-delà de ses tenues. Dans les années 1980, elle inspire une vague de looks romantiques, avec des robes aux lignes fluides et des couleurs pastel. Même aujourd'hui, des créateurs citent Mireille comme une source d'inspiration pour son élégance intemporelle. Son style, à la fois classique et audacieux, reflète sa personnalité, une femme à la fois ancrée dans la tradition et ouverte à l'innovation. L'héritage de Mireille Mathieu est incommensurable. Avec plus de 190 millions de disques vendus, elle a marqué la musique française et mondiale. Elle a chanté pour des générations, des gens simples aux chefs d'État, et a incarné l'élégance et la passion de la France. Ses collaborations avec des géants comme Paul Moria, Charles Aznavour et Ennio Morricone ont produit des chansons intemporelles. Ses performances en Chine, en Russie et aux États-Unis ont brisé les barrières culturelles, faisant d'elle une véritable icône mondiale. Mais au-delà des chiffres, c'est son humanité qui touche. Mireille a toujours chanté avec son cœur, partageant ses joies et ses peines à travers sa musique. Elle a surmonté la pauvreté, la dyslexie, les deuils et les déceptions amoureuses pour devenir une légende. Son histoire est celle d'une femme qui a cru en son rêve et qui, contre vent et marée, l'a réalisé. Après sa tournée d'adieu, Mireille envisage de profiter de moments simples, entre Paris, Avignon et la Côte d'Azur. Mais la musique restera toujours une partie d'elle. Je chanterai toujours, même si ce n'est que pour moi, dit-elle. Son influence perdure, inspirant de nouvelles générations d'artistes et de fans. Des chanteuses comme Lara Fabian et Isabelle Boulay citent Mireille comme une influence majeure, et ses chansons continuent d'être reprises dans des films, des séries et des spectacles et voilà, l'histoire incroyable de Mireille Mathieu,
Une femme qui a transformé sa voix en un pont entre les cultures et les générations. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'elle a fait le bon choix en privilégiant sa carrière plutôt que le mariage? Ou pensez-vous qu'elle aurait pu concilier les deux? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous avons hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie de Mireille Mathieu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Nous continuerons à explorer les vies fascinantes des légendes de la musique et au-delà. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.